Je fais le compte-rendu du dernier jour, du procès pour abus de confiance contre Dr Rainer Füllmich. Le verdict de 3 ans et 9 mois est tombé ce jour-là de manière inattendue, car plusieurs jours étaient encore prévus. Et l'accusé a encore présenté dans ses dernières paroles des demandes de preuves, qui étaient déterminantes pour lui, et comme l'audition de témoins, notamment la procureure générale Reineck, qui lors de la première évaluation de sa culpabilité, n'avait pas vu de délit d'abus de confiance en raison de l'absence d'obligation de gestion de patrimoine. En conséquence, ce reportage est également une montagne russe d'émotions, car il documente par étapes le déroulement de cette journée de procès. Alors que les déclarations des spectateurs, dont certains étaient également des donateurs, étaient majoritairement empreintes d'espoir, une déception s'est surtout répandue après l'annonce du verdict. Nous enregistrons également une discussion entre deux spectateurs, dont les opinions contraires reflètent l'état de l'opinion publique. Alors qu'une voix considérait que l'infidélité était déjà accomplie avec le prélèvement de l'argent à des fins privées, d'autres pensaient que Rainer Füllmich aurait aussi bien pu s'acheter une Porsche tant qu'il menait des investigations. Quelles attentes avez-vous pour la journée d'audience d'aujourd'hui? Monsieur Füllmich prononce en effet son dernier mot. Eh bien, j'étais un peu choqué hier, quand j'ai vu les commentaires de Roger Buckel, entendu, qu'aujourd'hui ça devrait aller jusqu'aux dents et un tel sentiment impossible, sérieusement ici. Croyez-vous à un acquittement ou pas vraiment? Je l'espère bien sûr, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas du tout l'évaluer. Êtes-vous convaincu que Rainer Füllmich est innocent? Absolument. Qu'est-ce qui vous convainc? Le motif, il n'avait pas de motif. Il est le seul qui, parmi tous les impliqués, a été financièrement indépendant, pour ainsi dire. Les autres avaient des problèmes financiers, peu importe qui. Quand on entend cela, je ne sais pas exactement. Je ne peux pas le vérifier ici. Et c'est pourquoi je pense qu'il n'avait pas de motif. Qu'attendez-vous de l'audience d'aujourd'hui? Je n'attends pas grand-chose. Je crois que c'est une farce, mais quelqu'un a besoin de soutien. Qu'est-ce qui vous convainc qu'il est innocent pour moi? Je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire de mal. Il est accusé d'avoir détourné de l'argent. On lui a pourtant pris de l'argent. Il n'a pas d'argent du tout. On lui a pris l'argent et on dit qu'il l'aurait détourné d'une manière ou d'une autre. C'est absurde. Vous venez de France? Belgique? Belgique? Oui. Quelle est votre motivation pour participer à ce procès? Parce que c'est injuste, tout ce qui se passe ici. Cela n'a rien à voir avec la justice. En tant que telle. Et oui, nous sommes là pour soutenir Rainer Füllmich. A-t-il détourné l'argent selon vous ou non? Je ne peux pas juger. Malheureusement, non. Avez-vous observé ou suivi le travail du comité Corona? Je l'ai observé, oui. Et j'ai trouvé très bien la façon dont il l'a fait. Et je pense, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas, dans l'intérêt des citoyens ici en Allemagne. Donc, ce que font les tribunaux, c'est une catastrophe, à mon avis. Avez-vous aussi, par hasard, fait un don? Pour moi, oui. Donc je pense qu'aucun des donateurs ne se sent trompé. Donc je n'ai pas fait de don à l'époque, car je suis musicienne indépendante. Et à ce moment-là, j'étais un peu à court d'argent, comme on peut l'imaginer. Mais j'ai suivi régulièrement le travail du comité par vidéo et... oui. Donc je ne vois vraiment aucun détournement de fonds de dons. Donc je ne peux pas vraiment comprendre pourquoi on engage une telle procédure ici. Si vous avez suivi cela régulièrement, avez-vous eu l'impression que le comité Corona était en crise? Crise de liquidité, crise de patrimoine? Avez-vous perçu quelque chose à ce sujet? Non, pas du tout. Du monde entier? Ils ont interviewé de nombreux experts du monde entier. Et concernant la crise, cela est venu soudainement? Cette interview ou déclaration de Madame Ahem Fischer disant que quelque chose n'allait pas ou quelque chose du genre. Aviez-vous l'impression que le travail d'éclaircissement était régulièrement effectué? Oui, bien sûr. Il y avait toujours des interviews avec des gens du monde entier. Maître Simon, que pensez-vous de la réduction du dernier mot de votre client? Les plaidoiries durent en moyenne environ 2 à 3 heures. Ce sont mes expériences en tant que reporter judiciaire. Ne trouvez-vous pas cela proportionné de les limiter maintenant après 16 heures?
Eh bien, si l'on considère tout ce que le tribunal n'a pas entendu ici, à savoir toutes les preuves qui ont été présentées, toutes bannies dans le tabernacle et qui doivent ensuite être décidées dans le jugement, quand on voit qu'il s'agit ici d'une matière extrêmement complexe, nous n'avons pas affaire à un meurtre où quelqu'un prend un marteau et tue quelqu'un d'autre. Là, je serai aussi prêt en 2 heures, au maximum une demi-heure. Mais ici, nous avons un sujet complexe de droit économique qui doit être discuté dans toute son ampleur, y compris en ce qui concerne tous les antécédents. Le tribunal s'abstient soigneusement de le faire ici car il ne veut pas l'entendre. Et c'est pourquoi il raccourcit maintenant la période de présentation de mon client. Bien sûr, j'ai lu l'ordonnance, 6, 7 pages, presque 10 pages en fait. Eh bien, je crois que ce sont 7 pages. Il s'est vraiment donné du mal pour justifier pourquoi il pense que cela doit maintenant être raccourci. L'homme est en détention provisoire depuis 18 mois. Il ne faut pas l'oublier. Oui, après 6 mois, on se demande où est la base légale pour supposer un risque de fuite. De nos jours où l'on peut rattraper n'importe qui, n'importe où dans le monde à tout moment, comme on l'a vu avec mon client, c'est absolument absurde. De plus, il ne s'enfuirait jamais, j'en suis tout à fait sûr. Et c'est la seule raison pour laquelle ils le retiennent ici. Je ne peux plus comprendre cela, compte tenu des faits et de la situation juridique que nous avons longuement exposée. Bonjour Madame Wurmer. Avez-vous encore un atout dans votre manche, au cas où la demande de récusation ne fonctionnerait pas, ce qui est prévisible? Voyons voir, peut-être bien. Nous allons essayer de soumettre à nouveau quelques documents. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, nous faisons une petite pause, peut-être un petit retour. Oui, c'était un cours de droit de tout premier ordre. J'ai pensé que j'étais ici en première ou deuxième ou je ne sais combien de semestres de droit. Brillant. J'aurais souhaité avoir de tels professeurs. À l'université, en tant qu'étudiante, j'ai étudié autre chose, mais de tels cours grandioses, je ne m'en souviens pas du tout. Mais c'était il y a très longtemps. Qu'a-t-il donc expliqué? Il a encore une fois décortiqué l'article 276 qui date de 1877 et qui a ensuite été élargi en 1933 sous M. Preissler, le juge notoire, dans le sens où des personnes politiquement indésirables pouvaient être écartées de manière assez radicale. J'ai trouvé cela si brillant et il a donc aussi tracé une ligne vers M. Schindler. Preissler, Schindler, j'ai trouvé cela déjà très audacieux. Il faut être très prudent. Il ne les a pas comparés, mais il a tout de même tracé une ligne de connexion. J'ai trouvé cela génial, formidable. Alors, je dois dire honnêtement, dans l'ensemble, je trouve tout cela trop verbeux. Je suis moi-même physicien et j'ai eu le cours de mathématiques au début. Et là, on essaie toujours de présenter quelque chose logiquement et concis. Et je voudrais montrer comment on aurait pu raccourcir ce processus significativement. Rainer l'a très bien illustré dans son exposé de droit qu'il vient de donner aujourd'hui. Et en fait, on peut maintenant faire une distinction de cas, soit les avocats du port qui veulent l'argent, qui sont censés être les victimes, sont vraiment légitimes, alors il devrait y avoir un nœud contrat. Donc si cette société n'existe pas, alors il ne serait pas légitime. Et si la société existait, ce serait un problème de droit civil. Avec cela, l'affaire serait en fait terminée. Mais cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, on l'a consciemment construit de manière à ce que tout cela devienne un sujet de droit pénal. Et les avocats du port n'ont pas non plus accepté la possibilité d'accepter les réclamations financières qu'ils avaient contre l'argent de l'immobilier, qui est encore disponible à la place. Petit retour de leur part. Oui, Rainer a bien résumé la situation. Ce que j'ai trouvé particulièrement, donc ce que j'ai trouvé très intéressant, ce sont toutes les explications qu'il a données depuis la détention provisoire, parce que j'ai moi-même déjà été en détention provisoire aussi pendant 18 mois. Cela remonte toutefois à 25 ans, lorsque j'étais un activiste du chanvre, et des détenus ont également été envoyés contre moi à l'époque. À l'époque, j'étais crudivore vegan, donc j'étais complètement différent des autres détenus, et je peux vraiment comprendre comment ça se passe dans la prison. Il y a toujours des fonctionnaires qui sont bons, il y a toujours des fonctionnaires qui sont mauvais, et je peux très très bien comprendre cela. Donc ce qui se passe et comment il l'a expliqué, j'ai trouvé cela
très bien, je dois dire. Et en général, toutes les explications, même à la fin, ce qu'il a dit, que les avocats du port n'ont même pas accepté l'argent, ne l'ont même pas repris. C'est aussi un aspect très important quelque part, et que tout est construit. C'est un processus purement politique. Madame Wurmer, comment voyez-vous l'argumentation de votre client selon laquelle le paragraphe sur l'infidélité est abusé ici? Eh bien, le paragraphe sur l'infidélité est en principe très large. Il a aussi un peu expliqué cela d'un point de vue historique du droit. Et c'est en quelque sorte un paragraphe élastique qu'on peut finalement presque toujours invoquer. Oui, donc même si un gérant de GmbH achète les mauvaises actions qui ne rapportent pas les mêmes bénéfices qu'une autre action, il peut déjà s'exposer à l'accusation d'infidélité. Et c'est pourquoi ce paragraphe ou l'infraction pour abus, si l'on veut se débarrasser de personnes indésirables, notamment des directeurs, ou peut-être ici aussi pour des raisons politiques, on préfère une procédure pénale à une procédure civile, ou simplement parce que c'est moins coûteux dans un litige civil. Il faut aussi payer soi-même les frais de procédure. Ils auraient été très élevés ici en raison du montant de la demande. Le succès n'est pas garanti. Il faut rédiger beaucoup de ses propres mémoires. Le ministère public ne travaille pas pour vous sous tribunal pénal. Donc à cet égard, par commodité, on choisit souvent directement une voie pénale, mais que cela réussisse, que les autorités d'enquête prennent en charge ce genre de cas, cela n'arrive bien sûr pas très souvent. Dans le cadre de l'examen global de tous les événements, des événements pertinents pour la décision et de toutes les parties impliquées, comme l'exige le paragraphe sur l'abus de confiance, votre client est arrivé à la conclusion que non seulement le ministère public, mais aussi la Chambre, c'est-à-dire les juges, commettent une perversion de la justice. Sur quoi a-t-il fondé cela? Eh bien, d'une part, il voit cette violation flagrante de la loi dans le fait que on est initialement parti du principe qu'il s'agissait vraiment de contrats de prêt. On est parti du principe de l'absence de pouvoir de représentation exclusive. Ensuite, on a constaté, après que le client ait déjà été arrêté, que le pouvoir de représentation exclusive existait bel et bien, qu'il y avait des résolutions de droit des sociétés à cet effet. Et que c'est pourquoi les contrats de prêt ont manifestement été conclus de manière valide. Ensuite, on a essayé de trouver en interne une soi-disant violation et abus de pouvoir de représentation chez Viviane Fischer et Rainer Füllmich, une collusion. Mais finalement, en mai, on s'est tourné vers cet échange, vers l'indication légale, vers l'échange de cette évaluation légale sur des bases factuelles, en disant qu'au lieu de cela, elle ne servait qu'à l'apparence, que cela aurait été une dissimulation, et en réalité, il s'agissait de contrats de fiducie. Et oui, c'est une déduction que l'on tire en fait uniquement de la déclaration ou d'un certain chat de la témoin Viviane Fischer. Il n'y avait cependant aucun accord entre l'accusé et la témoin Viviane Fischer à ce sujet. Elle l'a elle-même admis ainsi lors de l'audience principale. Et une transaction fictive ne peut en fait ne peut être conclue ou conduire à l'annulation de la transaction. Réellement conclue que si les deux parties sont d'accord à ce sujet. C'est ce qui est stipulé dans l'article 117 du BGB. Les conditions n'étaient définitivement pas réunies ici, à mon avis. Il n'y a d'ailleurs aucun indice à cet effet. Il n'y a comme document, si l'on parle ici de preuves documentaires, que les contrats de prêt dans les dossiers. Oui. L'utilisation de chats, de messages de chats imprimés, ce sont au maximum des objets de constatation, mais ce ne sont pas des documents en soi. Et en ce sens, je trouve la présentation des preuves très difficile. Et oui, il nous a également été la Chambre a alors simultanément, avec cet avis juridique, clos la procédure de preuve. Nous avions déjà tout cela aussi très souvent, et oui, c'est là que le client voit les raisons essentielles. Pensez-vous que les déclarations de votre client, qui étaient très factuelles, bien sûr avec les pointes habituelles, ont trouvé un terrain fertile auprès de la Chambre? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Donc, comme je l'ai dit, nous avons déjà souvent présenté cela et souvent attiré l'attention sur ces points, y compris sur cet avis juridique, et que la procédure de preuve a été décidée en même temps. Il a été constamment nié par la Chambre, en particulier par le président, qu'il y ait eu un échange des accusations juridiques. Nous évaluerions cela de manière incorrecte. S'il voit cela différemment après aujourd'hui, ou s'il donne au moins de la place à notre point de vue juridique, ou à celui de l'accusé, nous verrons bien. Merci beaucoup.
Votre client a déclaré que ni l'élément subjectif ni l'élément objectif de l'infraction ne s'appliquait à lui. Pouvez-vous expliquer cela? Oui, c'est clair. J'ai déjà plus ou moins complètement démoli l'élément objectif de l'infraction. Il a fait de même aujourd'hui. Et pour l'élément subjectif, il s'agit de savoir s'il avait l'intention de détourner l'argent. Bien sûr que non. Il a toujours dit « je rembourse, je rembourse ». Mais c'est ici que réside le problème, pour ainsi dire. À qui devait-il rembourser? Oui, mais l'intention de ne pas rembourser. Qui était nécessaire ici doit indiquer à qui il voulait rembourser. Il voulait rembourser de manière générale, mais il ne savait pas à qui et à qui devait-il rembourser. La GOG n'existe pas. Et les autres associés ne sont pas ceux à qui il pense que l'argent appartient. Donc cela signifie qu'un remboursement à ses associés était impossible de son point de vue. Et ainsi, l'intention est également réglée. Monsieur Fulmich a également souligné à plusieurs reprises, en se référant à divers commentaires et à des juristes renommés comme Schröder, Kubicki, Palante, que je ne connais pas tous personnellement, que cet article sur l'infidélité invite souvent à des abus. Pouvez-vous encore expliquer dans quelle mesure il peut être abusé? Oui, l'infraction de l'article 266 du Code pénal a été élargie, et ce par une législation, disons, sous le Troisième Reich. L'article date de l'année 1877. Là, il était très étroitement lié à certaines caractéristiques et certaines conditions qui devaient être remplies, par exemple, que quelqu'un traite des actions ou autre chose, ou soit courtier en assurance ou autre, c'est-à-dire qu'il occupait une position de confiance particulière. Il y a eu un seul assouplissement dans cet état de fait, mais cela n'a manifestement pas suffi sous le Troisième Reich, car on voulait inclure autant de personnes que possible dans cet état de fait, et c'est pourquoi il a connu une expansion qui est encore aujourd'hui qualifiée de totalement démesurée dans la littérature pénale. Et c'est aussi le cas. On peut, à l'aide de cet article, considérer presque n'importe quelle action comme un abus de confiance si une somme d'argent est attribuée à quelqu'un, dont l'affectation n'est pas clairement définie à 100%. C'est pourquoi, de mon point de vue, c'est une disposition que nous devrions vraiment réviser d'urgence. Donc, de mon point de vue, ce n'est de toute façon pas un cas de droit pénal. De mon point de vue, c'est un pur cas de droit civil. Ici, quelqu'un veut obtenir de l'argent de quelqu'un d'autre. Cela se poursuit normalement par la voie civile. On utilise ici le droit pénal pour traîner en justice, disons, une personne qui a mené des investigations dans un système qui ne souhaite pas cette transparence, et surtout pour le mettre en détention provisoire, l'éloigner de ses fonctions politiques possibles, de ses activités politiques et de son travail d'investigation. Voilà. Et cela signifie pour moi que cette affaire n'a absolument rien à faire devant un tribunal pénal. Cela relève d'un tribunal civil où il va d'ailleurs probablement être jugé, et c'est pourquoi le droit pénal devrait en fait attendre que le droit civil ait tranché. Oui, donc je suis maintenant un peu mieux informée, ai-je l'impression, car Rainer Fulmich raconte de manière très crédible ce qui lui est arrivé en fait depuis le début. Il y a une semaine, ce n'était pas encore le cas, c'était la première fois que j'étais ici, et je vois simplement que tout notre système juridique, donc cela doit être, disons, mis à l'épreuve. Il y a tellement de donc il y a tellement de possibilités intégrées pour orienter les procédures dans une direction ou pour les éloigner d'une direction, qu'il y a aussi le risque que l'on utilise justement ces possibilités en contournant donc la véritable volonté d'éclaircissement. Et je trouve cela très nécessaire en fait. Oui, et cela me frappe particulièrement aujourd'hui. Donc, surtout quand il s'agit de faire la distinction entre le droit pénal et le droit civil, oui. Donc il faut absolument intégrer une sorte d'autocontrôle. Je ne sais pas comment on peut faire cela, mais c'est aussi comme ça dans la vie normale que l'on améliore et remet constamment en question la cohabitation. Et cela, je le vois, extrêmement nécessaire dans le système juridique. Je remarque que tout tourne autour de l'argent ici. Donc, Rainer Fulmich, à mes yeux, est le seul qui a mérité cet argent. Cela lui revient, même s'il s'était construit une villa. Il a vraiment mérité. Il a informé les gens, il a réuni les experts, les a rassemblés et a accompli un travail extraordinaire. C'est un avocat vraiment exceptionnel. Je n'ai jamais entendu ou vu quelque chose de tel dans ma vie.
Je n'ai bien sûr aucune expérience dans ce domaine, mais ce que Rainer Füllmich a fait, c'est colossal, vraiment. J'ai aussi dit la dernière fois que si je devais me présenter devant le tribunal ici, je n'aurais aucune chance. Mais je ne veux pas non plus être dans la justice. Ne rien dire. Ce qu'il a raconté aujourd'hui avec la torture des travailleurs et ce qui lui est arrivé ainsi qu'à d'autres prisonniers, c'est incroyable. Concernant les motifs, j'ai aussi dit tout à l'heure que les motifs, Rainer Füllmich n'avait aucun motif. Rainer Füllmich n'avait que la clarification en tête. Les autres, ils voulaient juste de l'argent. Cela se voit principalement au fait que la protection contre le coronavirus ne fonctionne plus du tout, donc ils ne font plus rien du tout. Donc je regarde de temps en temps, il n'y a rien qui vient, c'est mort. Je ne peux pas simplement le transformer en bien immobilier, car cela représente un désavantage pour les donateurs. Et comme je l'ai dit, et cela ne sert à rien. Et on pourrait encore dire, d'accord, l'argent est là, l'argent n'est pas perdu, il est juste stationné. Mais comme je l'ai dit, c'est déjà un désavantage parce qu'il est stationné dans un bien immobilier. Cela n'aurait pas dû ne pas être, parce que cela déjà... Dites désavantage donateur. Donc... Ou bien les donateurs, ou la société, comme je le vois aussi. Donc cela signifie, au moment où je l'ai donné, c'est hors de mon contrôle. Je l'ai donné pour un but, et je dois donc faire confiance au fait que ce but sera réalisé. Le motif de vouloir protéger les fonds d'un État potentiellement abusif, vous ne l'acceptez pas, car ce serait également un désavantage pour les donateurs qui souhaitent un travail d'information fiable. Oui, mais je ne dois pas le faire dans une mesure illégale. Donc, cela signifie que Cela signifie que vous mettez en doute les contrats de prêt? Je ne mets pas en doute les contrats de prêt, mais je doute. Il est également toujours supposé que je peux prendre un prêt et ensuite faire ce que je veux avec. Mais non, je ne peux pas contourner l'affectation du prêt, c'est-à-dire de la société en prenant un prêt et en disant avec cela, je peux maintenant faire ce que je veux. Alors j'aurais en quelque sorte contourné l'objectif de la société avec ce prêt. Et c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, est déjà discutable. Et si je l'utilise ensuite pour quelque chose qui ne correspond pas à l'objectif de la société, comme un jardin de cactus, une piscine et payer l'ex-femme, c'est bien, mais qu'ai-je à voir avec son ex-femme? Et quelle est la probabilité que l'argent des dons de son ex-femme revienne à la sensibilisation sur le corona? Je veux dire, est-ce qu'elle est éducatrice, son ex-femme? Alors nous pouvons en discuter. Si elle est une grande sommité dans l'éducation, nous pouvons volontiers, nous pouvons dire... Un prêt, la logique d'un prêt est qu'il peut être utilisé à titre privé tant qu'il est remboursé. C'est pourquoi le type d'utilisation est maintenant, du point de vue des donateurs, que j'ai au moins devant la caméra, tout à fait légitime, tant que le travail de sensibilisation a lieu. Et parce que vous avez mentionné l'affectation des fonds où vous vous référez au statut, qu'il soit valide ou non, mais le travail de sensibilisation et l'obligation de tous les associés. Et là, bien sûr, du point de vue des donateurs, comme je l'ai dit, ceux qui s'expriment aujourd'hui, devant ma caméra, le travail de sensibilisation a été unilatéral. Et c'est, n'est-ce pas, finalement aussi peut-être, n'est-ce pas, un point qu'on devrait aborder dans le mouvement? Oui, je l'ai compris. Justus Hoffmann a dit qu'il ne pouvait pas fournir cela dans cette mesure gratuitement. Il doit aussi gagner de l'argent. Et puis il a dit qu'il ne pouvait pas, dans cette mesure, chaque semaine, passer 6 heures à raconter quelque chose et à s'y préparer. Je peux comprendre maintenant qu'il ait dit cela. Donc, il ne peut pas faire cela indéfiniment. Ce n'était probablement pas prévu que cela dure des années. Non, donc ils ont probablement tous pensé, on fait ça pendant 6 mois et puis c'est bon. Et puis ils ont vu que ça continue et continue et continue. Et ils ont dit, ils doivent aussi gagner leur vie. Et ont ensuite dit, nous ne pouvons pas le faire dans cette mesure comme nous l'avions pensé au début. C'est compréhensible pour moi, crédible. Pouvez-vous comprendre les explications? Je ne peux pas. Pourquoi pas? Ce n'est pas important. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la clarification. La clarification, amener les gens à la télévision pour que la société, et dans son ensemble, voit ce qui se passe ici. Et cela n'arrivera pas parce que cela ne se produira pas.
Donc vous considérez Rainer Füllmich comme innocent? Avec quelle justification? Absolument. L'homme a fait un excellent travail. S'il avait pris l'argent à des fins personnelles, cela lui aurait été accordé. Il l'a mérité. D'accord, vous considérez M. Rainer Füllmich coupable. Justification? Oui, avec la justification qu'en tant qu'avocat et associé, il aurait dû savoir qu'il ne pouvait pas gérer l'argent de cette manière, de manière autonome, et qu'il ne pouvait pas non plus le détourner de son but. Cela m'étonne qu'en tant qu'associé, il ne le savait pas, car ses collaborateurs savaient évidemment que cela ne fonctionnait pas ainsi, puisqu'ils ont rédigé une plainte pénale très bien documentée de 30 pages. Qui désignez-vous exactement par collaborateur? Oui, donc ses anciens collaborateurs, à savoir les avocats du port. Cela signifie qu'ils avaient manifestement des connaissances en droit des sociétés et en droit pénal, car ils ont rédigé une plainte très détaillée sur la manière dont le comportement de leurs co-associés doit être évalué tant sur le plan du droit des sociétés que du droit pénal. Donc cela signifie que le savoir était manifestement présent et aurait dû l'être. L'erreur que Rainer a commise, selon moi, est de s'être engagé avec ces gens. Il aurait au moins pu les examiner au préalable. Je ne sais pas, mais il y a sûrement des sites où l'on peut voir ce qu'ils ont fait professionnellement, quels dossiers ils ont déjà traités. Ce sont tous des débutants complets. Ils ont probablement vu cela comme une opportunité de gagner de l'argent. Et Rainer Füllmich a vu cela comme une clarification, protection des consommateurs et ainsi de suite. D'accord, donc il semble y avoir un conflit de méfiance. Donc à qui fait-on confiance? À qui ne fait-on pas confiance? C'est ce que je peux retenir pour l'instant. Et oui, je vous remercie tous les deux pour vos opinions et perceptions de l'ensemble. Merci beaucoup. J'avais 2 observateurs de procès devant la caméra. L'un pense que Rainer Füllmich est coupable, l'autre pense que les avocats du port sont coupables, pour ainsi dire. Je vais simplement abréger cela maintenant. Pour moi, cela semble être un problème de méfiance. À qui fait-on confiance? À qui attribue-t-on quel motif? Comment évaluez-vous ce champ de tension? Où vous situez-vous? Oui, alors je vois cela ainsi. Ces fonds ont été mis à la disposition de Rainer Füllmich par les donateurs sans condition, dans l'espoir qu'il en fasse quelque chose. Et il a fait quelque chose, à savoir produire ces vidéos chaque semaine, par exemple. Et les avocats du port, eux, n'ont en fait rien contribué. Et il ne m'apparaît pas pourquoi cet argent devrait leur revenir. Mais ce dont il s'agit réellement, c'est que c'est pourquoi cela est mené comme un procès pénal. L'État se considère lésé, parce que Rainer Füllmich aurait voulu s'emparer de cet argent, en violation de la Constitution, et il s'est défendu en l'investissant dans un bien immobilier. Et c'est probablement la raison pour laquelle le procès est maintenant mené ici. Donc, de mon point de vue, il s'agit ici d'un procès pénal, et dans un procès pénal, il s'agit de savoir quelqu'un a-t-il rempli un certain élément constitutif d'une infraction ou non. Et ici, il s'agit précisément d'une infraction de gestion de patrimoine, donc d'un délit patrimonial. Le 266, donc l'abus de confiance, est plus ou moins un élément constitutif d'une infraction, qui est en réalité difficile à délimiter, car il est très, très, très large et s'étend à tout ce qui peut y être inclus. Et il a en fait très bien expliqué qu'il ne correspond pas du tout à ce schéma. Donc ici, le procureur de l'État, à savoir le procureur, a, à mon avis, plutôt initié un procès politique. Et ce procès politique dure déjà depuis 1 an et demi, plus d'1 an et demi, et a déjà, d'une certaine manière, infligé sa peine à travers la détention provisoire. Donc, en fait, une procédure civile aurait dû être engagée ici, car ce sont des questions civiles, comme si quelqu'un avait causé un dommage financier ou quelque chose de similaire. Cela n'est absolument pas prouvable dans ce cas. L'argent est disponible, la maison a été vendue en tant que valeur. Ce sont juste les mauvaises personnes qui ont mis la main dessus en s'appropriant ainsi le bénéfice ou plutôt le prix de vente. Et c'est ce qu'il a essentiellement exposé. Donc, de mon point de vue, c'est ici une procédure politique et cela ne convient pas vraiment à la République fédérale d'Allemagne et à cet état de droit. C'est très préjudiciable à cet état de droit de mener une telle procédure sur cette durée et aussi avec cet enlèvement depuis le Mexique. Ce qui peut vraiment être qualifié comme tel, je pense que c'est
en fait une honte pour ce pays. Selon vous, qui a subi un préjudice? Il n'y a absolument aucun préjudice nulle part. L'argent est disponible, personne n'a été lésé. Où est donc le dommage? Il y a ici une société, donc en second lieu, cette société. À 2 personnes, entre Viviane Fischer et lui, c'est bien expliqué. Et l'intention initiale, de créer une société avec 4 personnes, cela ne s'est même pas réalisé. Et je pense que pour le moment, le tribunal n'est plus du tout sur la voie de poursuivre cela dans cette direction. Cela n'existe tout simplement pas. Merci beaucoup. Madame Henning, la séance est-elle déjà terminée aujourd'hui? Non, nous faisons juste une petite pause. Le docteur Rainer Füllmich vient de faire une. Oui, très bonne performance qui rappelle le comité C à Corona et maintenant il doit probablement boire quelque chose. L'air n'est plus si bon là-dedans non plus. Monsieur Füllmich a d'abord commencé, donc après la pause déjeuner, et a fait 2 heures d'éclaircissement sur le corona, et c'était à nouveau très bon et pertinent. Et j'espère aussi que la Chambre l'a écouté et a pu le suivre. Il a absolument raison à 100%, mais cela ne l'aidera malheureusement pas. En ce qui concerne l'accusation pénale, c'est pourquoi ce sont en fait 2 choses différentes. Et la plupart des gens ne comprennent pas que cela figure sur des pages différentes. Merci pour votre point de vue. Je n'ai en fait relativement peu à ajouter à cela. Je pense que tout cela est finalement beaucoup trop long, car avec beaucoup moins, avec une partie des informations, on aurait déjà dû arriver à un acquittement. Surtout à une libération de sa part, car le conduire ici avec des menottes et gaspiller toutes ses ressources est en fait totalement exagéré pour une telle procédure. Il y a un fourgon entier, la police en attente. Des juges sont impliqués et cela est simplement par rapport à ce qui est censé s'être passé, même si c'était vrai, inapproprié. À droite pour la parole, Simon, comment évaluez-vous les mots de conclusion de votre client? Oui, les mots de conclusion de mon client. C'est la deuxième partie après la pause déjeuner. Et là, mon client a de nouveau parlé en détail de toute la thématique du coronavirus. J'ai aussi appris un peu de choses. Il m'a informé de ce que je ne savais pas jusqu'à présent, que 90% de tous les coronavirus sont identiques. J'ai trouvé cela, encore une fois, en forme, pour ainsi dire. Il est de nouveau en forme. Le vieux Rainer est de retour et il organise un comité sur le coronavirus dans la salle d'audience. Donc c'est incroyable comment cet homme continue encore à maintenir l'éclaircissement et encore, il veille à ce que les choses soient mises sur la table, celles qui disparaissent depuis des années par le gouvernement. Dans quelle mesure cela fait-il maintenant, cette affaire? Je veux dire, la Chambre, bien qu'elle soit intervenue maintenant, dirait que cela est hors sujet. Oui, pour la Chambre, tout est hors sujet, tout ce qui a trait à ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est en fait la raison pour laquelle il est ici. Car s'il n'avait pas effectué tout ce travail d'éclaircissement, il n'y aurait pas non plus de dons et il n'y aurait pas non plus de détournement. Un prétendu détournement que je ne peux absolument pas voir. Mais comme je l'ai dit, je ne veux plus du tout déployer tout ce parapluie, mais il s'agit simplement pour moi que la Chambre soit au courant de tout ce que cet homme a accompli au cours des dernières années. Merci beaucoup. Un retour rapide? J'ai été un peu surpris lorsque le juge a pour la première fois montré un peu de compréhension, je trouve. Donc c'est la première fois que je lui montre un peu de compréhension ici. Et maintenant reporté à 17h. Peut-être que le verdict sera rendu tout de suite. Qui sait? Donc si c'est un acquittement, cela me ferait plaisir. Si nous pouvons emmener Rainer avec nous aujourd'hui et célébrer, ce serait une bonne chose. Madame Wörmer, quelqu'un a conclu son dernier mot avec une exclamation. Il vous appartient de me prouver qu'il existe un état de droit. Croyez-vous encore à un acquittement? Je l'espère vraiment. Eh bien, Monsieur Schindler est venu 2 fois très aimablement vers moi et m'a rappelé que j'ai encore jusqu'à 16h pour justifier la demande de récusation. Je vais donc le faire maintenant. Et c'est pourquoi il n'y aura pas de verdict aujourd'hui, car cette demande de récusation doit d'abord être décidée par une autre chambre, puisque j'ai déposé une demande de récusation contre tous les membres de la chambre après la décision judiciaire d'hier. J'ai déposé. Et oui, mais je veux revenir sur le dernier mot de l'accusé. Il a également déposé 2 demandes de preuves sur lesquelles il faudrait encore statuer maintenant. Et le collègue Miserer a envoyé un mémoire aujourd'hui, après que je lui ai transmis la décision du président d'hier. Et il a également parlé à nouveau du sujet des informateurs, etc. Il s'est exprimé. Et dans le mémoire, il y avait aussi 2 demandes de preuves.
sur lesquels la Chambre devrait maintenant également statuer formellement. J'ai bien compris que Dr Misère demande l'ouverture de l'instruction des preuves. Oui, la réouverture, mais c'est inhérent, comme le président l'a expliqué tout à l'heure, déjà avec les 2 demandes de preuves de l'accusé. Et j'ai également remis 2 documents qui doivent aussi être pris comme pièces à conviction dans le dossier, et ils seraient alors également réintroduits. Et pour cela, l'instruction des preuves devrait déjà être rouverte. Donc, nous avons aussi fait quelques allers-retours à l'automne dernier, à plusieurs reprises. Le ministère public a déjà plaidé l'été dernier. Puis il y a eu encore une grande digression sur l'importance du travail de sensibilisation. Il s'agissait alors des partenaires d'interviews très importants concernant le test PCR et ainsi de suite, et les actions collectives. J'ai aussi trouvé cela encore bien que cela soit intégré dans cette vue d'ensemble présentée, car la vue d'ensemble, il y est revenu à plusieurs reprises. Elle est justement aussi importante pour ces 3 articles mentionnés. 1966, exactement parce que cela ne fonctionne que si je prends en compte l'article 133 et l'article 157, si je me souviens bien. 133 s'applique à la déclaration d'intention, qui doit être interprétée. Elle doit d'abord être déterminée, et cela s'applique aussi à l'article 157 pour les contrats, où il faut également d'abord déterminer ce qui est réellement en jeu. Et les contrats de prêt ne sont pas concernés, car ils sont clairement définis. Il l'a toujours souligné. Ensuite, il y a eu cette digression dans l'histoire du travail du comité Corona. Et le point culminant, à mon avis, a été la lecture de la demande du docteur Miserer, qui a, encore une fois, clairement, a également souligné l'injustice, a attiré l'attention sur la procédure illégale du tribunal et a exigé que toute l'histoire soit clarifiée en faveur de l'accusé, c'est-à-dire de l'enlèvement, de l'implication du BKA, du BND, qui a orchestré tout cela, qui a influencé les avocats du port, que cela qui doit d'abord être clarifié, car il faut s'attendre à ce que, si ce n'est pas clarifié, alors les développements là-bas. Oui, en effet, les recours juridiques, tous, pourraient être annulés, car ils deviendraient tous invalides. Donc si les conditions pour un procès équitable ne sont pas réunies, il est possible que tous les recours juridiques élaborés deviennent invalides. Oui, c'est la première impression, mais il faut d'abord digérer cela. Merci beaucoup pour votre observation du procès. Cela m'a... Oui, le Miserere a, donc. Rainer Fimig a en effet repris le plaidoyer final de Miserer s'est à nouveau approprié et a de nouveau souligné l'implication dans le BKA et le BND. Étrangement, le juge a réagi différemment cette fois par rapport à la matinée. Quand Rainer a parlé, pour moi, de la distorsion de la justice, on a clairement ressenti une émotion. Et maintenant, la réaction était différente. En partie un peu de rire, un sourire là. Donc, c'était clairement une réaction différente. J'aimerais savoir quels sont les véritables motifs de ce comportement différent. J'aimerais vraiment beaucoup savoir. J'ai encore une brève réflexion après la journée d'hier et d'aujourd'hui. Et en fait, tout a été dit, pour ainsi dire. Au moins, ce qui permet à la défense et à l'accusé de s'exprimer a été dit. Et maintenant, c'est au tour de la Chambre. Donc, ils doivent prendre une décision et ils doivent décider, rendre un jugement sur une personne, une vie humaine. Et c'est une grande responsabilité. Et la responsabilité ne s'arrête pas au jugement, la responsabilité perdure. Car je veux dire, une vie humaine dure aussi. Et là, nous verrons comment. Ils décideront. Et comme, déjà, ce que nous savons déjà, donc connaissons, par leur action. Nous verrons. Comment les reconnaîtrez-vous à leurs actions? On a vu de la part de M. Méziré la déclaration qu'il a postée là-bas comme résumé. Cela a placé le procès sur un tout autre niveau. Donc,
Je pense que M. Schindler a été ébranlé dans sa stratégie. Parce que ce sont aussi des éléments qu'il aurait dû clarifier. Alors, comment en est-on arrivé au procès? Comment le lait de remplissage a été kidnappé ou comment a-t-il été amené en Allemagne? Tous ces éléments auraient dû être clarifiés et des obstacles au procès auraient dû en découler. Et je crois qu'il en a maintenant pris conscience, d'autant plus que les accusations, à savoir ici, d'avoir causé un dommage financier d'une manière ou d'une autre, avec 266, qui s'est aujourd'hui évaporé. Il n'y avait tout simplement rien. Et c'est juste un procès politique, comme je l'ai toujours affirmé dès le début, et c'est juste un procès Corona, un autre. Je vous en prie. Oui, cher public, cela nous prend tous par surprise. Je ne suis pas fan des diffusions en direct, mais dans ce cas, c'est nécessaire, car nous venons de recevoir le communiqué de presse indiquant que le verdict sera déjà prononcé à 17h. On s'attendait fermement à ce que les autres sessions soient encore utilisées. Aujourd'hui, Rainer a prononcé le dernier mot pour moi, c'était clair. Mais des demandes de preuves ont été déposées juste avant la fin. Et oui, comment le verdict peut-il être rendu dans ce contexte? Oui. Que pensez-vous du fait qu'un verdict soit rendu aujourd'hui de manière inattendue? Eh bien, je me réjouis maintenant de l'acquittement. Cela ne peut-il signifier qu'un acquittement? Parce que sinon le tribunal devrait continuer maintenant à cause de toutes les demandes. Mais si vous prononcez un acquittement, alors vous pouvez simplement arrêter maintenant. Juste avant la fin, le juge est soudainement redevenu si amical. Mais je ne sais pas si cela signifie quelque chose de positif. Cela peut aussi signifier exactement le contraire. Maintenant, il est devenu amical parce que c'est bientôt fini. Nous ne savons rien de tout cela. Exactement. Parce que son verdict est déjà fixé. Les victimes pourraient combattre. Cela signifie, Madame Henning, que lorsque l'ennemi devient amical, cela devient vraiment dangereux. « 3 ans et 9 mois de prison pour le docteur Rainer Fulmich. Un grand merci. Un pour tous, tous pour un. C'est comme ça que ça se passe. À bientôt. Ils veulent me garder ici encore quelques années. Ils n'y arriveront pas, Rainer. Je ne le crois pas non plus. Il y a aussi l'autre chose avec le karma et la justice poétique. Pas seulement ça, il y a encore beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Oui, en fait, rien ne me vient à l'esprit pour le moment, car j'ai l'impression qu'ils ont tout retourné et ont transformé toutes les choses disculpantes en choses incriminantes. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. C'est une énorme déception. Je suis vraiment à bout. Désolée, mais tu filmes, n'est-ce pas? Comment avez-vous perçu Rainer pour moi? A-t-il accepté son jugement? Il a déjà accepté son jugement, bien sûr, mais je trouve ça juste. Je suis vraiment à bout. Laisse tomber, merci, merci. Ces justifications, ce truc en quelque sorte, que des gens comme ces plaignants soient vraiment pris au sérieux et considérés comme faisant partie de la société, bien qu'ils admettent chaque jour dans ce chat, qu'ils n'ont rien à voir avec tout ce travail. Pour moi, c'est déjà une trahison totale. Je suis vraiment sans mots. Ce jugement n'a pas été prononcé en mon nom. Merci. Eh bien, que puis-je dire? Donc, c'est triste et que la détention provisoire ne soit pas comptabilisée. Oui, beaucoup de choses étaient déjà en quelque sorte prévisibles et, oui, dures. Mais nous n'abandonnons pas et nous croyons au meilleur et il sera libéré. Qu'a crié le public maintenant? Pas en mon nom, s'il vous plaît. C'est bouleversant d'avoir perçu la haute art de la tromperie, là-bas. C'est bouleversant. Tout est inversé, tout complètement inversé. Pas une seule chose n'était correcte. Oui, donc je suis sans voix. Pas une seule preuve n'a été acceptée. Tout a été démenti. Tout ce qui a été présenté comme preuve a été démenti. Tout a été inversé. Tout est totalement déformé, sans voix. Ne comprends pas cela. La justice est finie. Il y aura une révision.
Une n'était pas choquée. Et il y aura encore de nombreux autres procès à ce sujet. Merci beaucoup. C'est une distorsion orwellienne. Le droit devient tort et le tort devient droit et le noir est blanc et le vert est rouge. Là, c'est au-delà de... Je ne pouvais même pas vraiment écouter cette justification du jugement. Tout cela est tellement faux, tellement extrême et tellement impossible. C'est incroyable. Maintenant, je n'espère que la révision. Je ne sais pas comment cela va continuer maintenant. Pour l'instant, je suis stupéfait. Oui, ce n'est en tout cas pas un jugement qui fait honneur à cet état de droit. Je ne peux rien dire de plus à ce sujet. C'est un jugement, c'est un scandale. C'est tout simplement un scandale pour quiconque a suivi cette procédure. Et avec cette notion juridique de la déloyauté qui est, disons, très vague, qu'il se réfère à une société qui n'existe plus depuis longtemps. Donc c'est déjà, le jugement avait probablement été écrit plus tôt. Je ne veux pas m'étendre davantage, mais c'est tout simplement un scandale, à mon avis. Je suis déçu. Je suis très déçu. Je peux bien sûr essayer de mettre un peu ma déception en mots. Donc je pense que le jugement ne correspond pas à ce que nous avons entendu en tant qu'observateur du procès. Je ne suis toujours pas très au fait des questions d'argent, mais je sais que le procès n'a été mené que pour empêcher l'avancement de l'examen du corona. En ce sens, c'est un procès politique. Et c'est mon avis sur ce que je viens d'entendre. Je suis choqué de voir comment fonctionne la justice allemande. C'est incroyable. Tous les événements qui ont conduit à la procédure n'ont pas du tout été pris en compte. C'est, oui, incroyable. Monsieur. Merci. Paul, puis-je vous demander ce que vous pensez du jugement ? Je préfère honnêtement ne pas commenter cela pour le moment. Je suis un peu surpris qu'il y ait eu une direction précise du parquet concernant la peine. Je ne commenterai rien d'autre. Pour le moment, attendons le jugement écrit. Oui, Madame Wimmer, l'équipe de défense ne s'attendait pas aujourd'hui à ce qu'un verdict soit prononcé. Comment évaluez-vous le fait que le jugement ait été adopté tel quel ? Eh bien, disons que le temps est approprié, non ? Oui, exactement, choisi. En fonction du temps. Donc je ne comprends pas pourquoi cela devait encore avoir lieu aujourd'hui. J'étais complètement confus que le verdict devait absolument être prononcé aujourd'hui. Et bien que j'ai à peu près prévu le contenu du verdict, oui. Donc cela ne me surprend pas vraiment, je dois malheureusement dire, parce que même l'accusé s'y attendait à peu près. Mais on aurait pu aussi l'annoncer tranquillement demain. Donc si on doit absolument faire quelque chose comme ça, très rapidement le soir, on se demande bien sûr, veulent-ils peut-être le libérer de la détention, au moins, et faire une peine avec sursis, ou suspendre le reste avec sursis et compter la partie de là. Détention provisoire, donc créditer la détention provisoire. Il est prévu que 5 mois ne soient pas crédités. Mais nous devrons attaquer tout cela avec le recours. Donc cela a été très dur. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose de plus sévère. C'est aussi un coup de maître pour le parquet. Le procureur, John, avait déjà plaidé environ 10 minutes cet été. Et n'avait pas du tout pris en compte l'ensemble de la présentation des preuves, se basant uniquement, si je me souviens bien, sur la déclaration de l'accusé. Et il a exactement demandé 3 ans et 9 mois, tout en maintenant le mandat d'arrêt. Et c'est exactement ce qui a été décidé maintenant. C'est déjà très inhabituel, car un tribunal suit. En règle générale, ils vont en dessous de la demande du parquet, que cela soit exactement une précision au point près, c'est plutôt rare. Mais comme je l'ai dit, malheureusement, je m'attendais à quelque chose de similaire comme verdict. Je n'ai pas réfléchi précisément à la peine, mais nous n'avons pas compté sur quelque chose de particulièrement positif tout ce temps. Seulement cette circonstance qu'il fallait absolument que ce soit ce soir, cela a alors. On commence alors à se poser des questions et à se demander pourquoi doivent-ils le faire si vite maintenant ? Donc j'étais plutôt pessimiste. Le collègue Paul a alors spéculé. Si vous avez décidé aujourd'hui de le libérer, alors vous devez le faire immédiatement. Peut-être veulent-ils au moins le libérer ? Oh là là. Je ne m'y attendais malheureusement pas. En ce sens, je ne suis pas particulièrement déçue maintenant, donc c'est bien sûr amer. C'était vraiment un sacré coup pour nous tous que ce que nous faisons ici n'est pas bien vu, comme nous l'avons déjà entendu hier, dans la décision du président
que notre travail de communication, ou en général la façon dont nous nous présentons et nous exprimons, ou surtout la façon dont l'accusé se présente et s'exprime, n'est pas bien perçue. Le président l'a maintenant clairement expliqué. Il considère que la faute revient en grande partie à l'accusé lui-même pour la façon dont nous nous sommes présentés et avons été défendus. Je veux dire, Rainer Füllmich est lui-même juriste. Il est docteur en droit. Donc, je veux dire, il doit aussi peser cela lui-même. Et il a toujours dit, je ne cède pas et j'assume ce que j'ai fait et c'est ainsi que cela doit être mené. Donc, il m'a encore dit hier que nous n'avons à nous excuser de rien, pour ainsi dire, et cela est malheureusement toujours pris en compte de manière aggravante dans les procès pénaux. Donc, les tribunaux préfèrent généralement voir un peu d'humilité ou de compréhension dans les affaires pénales et que l'accusé dise « j'ai fait quelque chose de mal » et il a dit que cela aurait été pris en compte de manière aggravante. Que répondez-vous à l'accusation du président selon laquelle l'accusé n'a pas cherché à convaincre la Chambre de l'opinion juridique de la défense, mais a plutôt utilisé de manière abusive les plaidoiries finales pour diffuser des messages politiques à ses partisans? Oui, j'ai déjà mentionné plus tôt la demande de preuve que j'ai justifiée aujourd'hui jusqu'à 16 heures, ainsi que la demande de récusation. C'était déjà visible hier dans cette décision informatique, donc dans la décision du président. Et oui, selon nous, ce n'étaient pas des objectifs étrangers au processus. On nous reproche en général d'avoir prolongé le procès, mais que l'accusé aurait été la force motrice. Et oui, qu'il aurait utilisé le procès comme une scène, ou que nous aurions utilisé le procès comme une scène pour qu'il puisse se présenter ici d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi la défense n'aurait pas eu pour objectif principal de prouver l'innocence de l'accusé ou de présenter des raisons de justification, etc. Donc, de réagir d'une manière positive pour l'accusé face à l'accusation pénale, mais il s'agirait prétendument seulement d'utiliser cela comme une scène pour l'accusé et de transmettre des messages, notamment des messages politiques. Ce qui est bien sûr, c'est assez fort, car l'accusé pourrait beaucoup mieux envoyer des messages politiques dans le monde s'il était libre. Donc, il pourrait agir beaucoup plus. Il avait donc déjà une scène. Exactement, il était dans le comité Corona, qui a même été diffusé dans le monde entier. Il était président du parti d'Ibasis. Il aurait pu aussi changer de parti donc il aurait eu beaucoup plus de possibilités d'être actif politiquement ou de diffuser ses messages ici sur Corona, l'éducation, etc. Ou surtout Donc cela montre en fait plutôt que cela que cela entraîne une incompréhension, que la société est en réalité toujours divisée, je dirais. Donc, à mon avis, si je peux donner mon opinion à ce sujet, bien, Roger aurait pu filmer cela aussi, mais nous n'avons pas retardé ici pour des raisons étrangères au procès, ni pour fournir une tribune. Donc, je l'ai encore dit au président que j'avais toujours l'espoir que nous pourrions encore convaincre la Chambre de notre point de vue juridique. Et bien sûr, nous avions toujours l'espoir que nos témoins seraient encore entendus, que d'une manière ou d'une autre, notre point de vue juridique ou notre évaluation ou même les motifs de l'accusé seraient encore acceptés et compris par la Chambre. Et qu'il y aurait une certaine compréhension à cet égard. Mais on vient de voir que la déclaration de l'accusé a été en grande partie jugée non crédible. Alors, oui, cela a été formulé à un moment donné, je pense, de cette manière. Ils ont encore supposé en sa faveur que l'argent devait être protégé contre une éventuelle saisie par l'État. Mais ce n'est pas une méthode légale de protéger l'argent contre la saisie de l'État en le dépensant soi-même à titre privé. Oui. Quelles sont les prochaines étapes? Vous allez probablement demander une révision? Oui, bien sûr. Donc l'introduction de la révision est maintenant obligatoire. Ensuite, nous devons attendre la justification écrite du jugement et ensuite rédiger la justification de la révision. Donc, il n'est pas du tout évident, surtout dans le contexte où il y a encore la deuxième procédure, que l'accusé sera libéré dans un avenir proche. Donc, évidemment, c'était l'opinion de la Chambre dès le début. On peut nous reprocher de ne pas avoir reconnu l'opinion juridique de la Chambre, mais on peut aussi reprocher à la Chambre de ne pas avoir reconnu notre opinion juridique ou que nous ne nous sommes pas du tout rapprochés l'un de l'autre. Donc c'est vraiment très... Oui, c'est vraiment flagrant dans ce cas, je dois dire. Donc,
c'est vraiment très flagrant, surtout en insinuant quelque chose de négatif, n'est-ce pas? Et que nous ne voulions pas défendre le client ici dans le sens où cela lui serait bénéfique, mais que cela a plutôt trouvé un écho négatif. Mais bien sûr, on s'appuie aussi largement sur le comportement du client lui-même, c'est-à-dire sur Rainer Füll lui-même, qui n'a pas été perspicace, qui a fait à plusieurs reprises des déclarations diffamatoires, a participé à des procédures, a insulté des personnes, etc. Donc tout cela a été encore une fois énuméré. Et comme je l'ai dit, les tribunaux pénaux veulent bien sûr toujours voir quelque chose comme de la compréhension et de l'humilité. Et cela n'était absolument pas présent. On a simplement continué à suivre l'opinion selon laquelle l'argent est dans l'OG, donc juridiquement dans la VOGOG, et que c'est pourquoi, en secret, sans informer les deux autres associés, des actions ont été entreprises ici, et peut-être même contre la connaissance et la volonté de Viviane Fischer, donc la troisième associée. Oui. Je souhaite une petite pause avant de continuer avec la prochaine instance. Et oui, comme je l'ai dit, ce n'est pas si surprenant. Le pire des cas aurait peut-être pu être encore pire, mais c'était bien sûr aussi quelque peu prévisible, malheureusement. Aujourd'hui, on avait juste un petit espoir, en raison de la programmation serrée, avec l'annonce du jugement. Merci beaucoup, avec plaisir. Oui, pour les mots de conclusion, j'ai choisi un cadre plus idyllique. Nous tenons à remercier tous les spectateurs et observateurs du procès qui ont marqué le reportage judiciaire de leur voix et qui ont rendu possible la documentation du déroulement et de l'évolution de la procédure. Car en règle générale, les soi-disant reporters judiciaires rapportent le premier et le dernier jour du procès et le font généralement sous forme écrite et surtout sans tenir compte du public présent sur place. Et lorsque les gens de la presse en parlent, c'est de manière moqueuse, du moins au cours des 5 dernières années. Pensée alternative, partisans, complotistes. Oui, c'est pour cette raison que ma sœur et moi sommes vraiment fiers d'avoir développé ce format. Oui, je pense qu'on peut le dire. Cependant, c'était le procès le plus long que nous ayons accompagné jusqu'à présent. Oui, et vous n'y êtes pas tout à fait étrangers. Nous tenons à remercier de tout cœur toutes les personnes dont le soutien financier nous a permis de nous en sortir. Oui, pour s'en sortir, nous n'avons pas gagné une fortune, contrairement à ce que certains prétendent. Mais j'ai une idée. Nous pourrions découvrir lors du prochain procès pour infidélité si nous disons la vérité ici, ou si nous avons réellement vécu dans le luxe. Oui, un mot encore sur le format du reportage judiciaire. Les reportages judiciaires devraient généralement refléter l'opinion du public présent, dans lequel le jugement sera ensuite prononcé. Ou pourquoi le public se lève-t-il lorsque le tribunal entre dans la salle? Ah. Et pour conclure, jetons un dernier regard sur cette construction impressionnante, qui décrit visuellement ce qui s'est passé dans cette procédure.